Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour les rencontres du développement durable 2020. Nous venons d'ouvrir cette première journée co-organisée avec Montpellier Business School. Vous le savez, nous attendions le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. Bruno Le Maire, qui, comme vous le savez, a un état de santé qui est dégradé en ce moment à cause du coronavirus. Donc nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet avec cette première table ronde sur le thème de notre journée, transformer le capitalisme. Et nous allons parler de la transformation des entreprises. Comme chacune des journées des rencontres du développement durable, ces tables rondes sont conçues pour associer tous les acteurs de la transition, les parlementaires, les entreprises, les acteurs de la société civile, syndicats, ONG, associations et évidemment les universitaires qui nous aident à penser ce changement de paradigme. Pour cette première table ronde sur la transformation des entreprises, j'ai le plaisir de passer la main à Stéphane Marchand, le rédacteur en chef de Pour l'Écho, qui est l'un des partenaires des rencontres du développement durable. Merci Thomas. Donc bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez qui nous regardez, que vous soyez en France, en Europe, dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons de la transformation du capitalisme en trois sections. Cette première table ronde va parler des entreprises, la seconde, plus tard cet après-midi, parlera de la puissance publique. Et puis la troisième, naturellement, parlera de la finance. Donc je vais vous présenter nos invités pour commencer. Ils sont assez nombreux et la plupart d'entre eux sont là avec moi dans le studio. En commençant par Sandy Arzur, peut-être que vous pouvez lever la main, qu'on voit bien qui vous êtes. Vous êtes la directrice générale de Spark News. Et s'il y avait un seul mot, vous en direz plus tout à l'heure, mais s'il y avait un seul mot pour qualifier Spark News, c'est l'impact positif. À sa droite, Cyril Côme. Cyril Côme, vous êtes le représentant en France de l'Organisation internationale du travail. Vous êtes un ancien fonctionnaire du ministère du Travail. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Blaise Desbordes. En France, vous dirigez, vous êtes le directeur général de Max Havelaar, qui est une organisation qui donne des labels. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. Hélène Échanchu, vous êtes professeur. Vous êtes professeur à Montpellier Business School, qui est notre partenaire universitaire du jour, et vous êtes également cofondatrice de OS4 Futur. Et enfin, tout près de moi, Adeline Lescane-Gauthier, vous êtes directrice générale du groupe Nutri7. Et puis, j'espère qu'elle nous entend et qu'elle est avec nous, Sylvie Brunet, bonjour, vous êtes députée européenne, membre du mouvement démocrate, et vous travaillez au sein de la Commission Emploi et Affaires sociales au Parlement européen. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va donc commencer tout de suite. Alors, quand on pense développement durable, on pense tout de suite entreprise, et en général, dans l'esprit du public, c'est une pensée un tout petit peu négative. Parce qu'on dit toujours que les entreprises sont les principales responsables des émissions, les entreprises recherchent le profit, ne recherchent pas suffisamment à protéger la planète, à protéger le développement, à protéger l'environnement. On oublie parfois l'inverse, c'est que dans les organisations qui sont les plus pionnières en matière de défense de l'environnement, les plus innovantes, les plus intelligentes, les plus courageuses, les plus pionnières, il y a aussi des entreprises. Ça, on ne le dit pas assez, mais on va le dire aujourd'hui parce que nous sommes un débat ouvert et toutes les idées doivent être là. Et je vous propose de commencer tout de suite. J'aimerais peut-être me tourner vers vous, Blaise Desbordes, qui donnait un petit peu des labels de développement durable aux entreprises. Comment vous procédez? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça change lorsque vous labellisez une entreprise? Et est-ce que vous changez le capitalisme? Bonjour à tous. Oui, je pense que nous avons un modèle extrêmement solide qui est une proposition pour transformer les pratiques du capitalisme sans pour autant l'annuler. C'est-à-dire que les filières de commerce équitable sont ainsi faites qu'elles peuvent s'insérer dans l'économie libérale et capitaliste d'aujourd'hui pour lui apporter de la performance sociale, de la performance environnementale, de la performance sociétale à un niveau, je dirais, très élevé. Donc nous avons un cahier des charges en tant qu'ONG extrêmement exigeant. Comment ça se passe? La base de tout, et pour rejoindre je dirais le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il y ait un terreau favorable et des gens qui ont envie
de transformer le capitalisme. Nous ne pouvons pas, nous, sans motivation, soit des consommateurs, soit des entreprises, soit des institutions publiques, opérer cette transformation positive. Donc la base de tout, c'est le terreau de motivation. Et je dirais sur ce point quand même un mot. Je ne pense pas que personne puisse se satisfaire aujourd'hui des conséquences de la division internationale du travail dans l'économie, je dirais, capitaliste globale aujourd'hui, telles qu'elles se font jour sous nos yeux, que ce soit sous l'angle social ou sous l'angle environnemental. D'un côté, on a des populations, j'ai calculé ça hier avec un économiste que j'avais au bout du fil, qui sont en termes réels au même niveau de pauvreté qu'il y a 60 ans, qu'après la guerre mondiale. Par exemple, en Afrique subsaharienne, ceux qui produisent votre café, votre cacao de tous les matins, votre petit carré de chocolat, sont dans un niveau de pauvreté incroyablement continué par rapport à avant. Deuxième élément, je pense que personne ne peut se satisfaire du dilemme moral dans lequel notre capitalisme globalisé est plongé. Je m'explique. Ce dilemme, il consiste à vouloir pour soi un certain nombre de protections sans consentir à ce que les autres qui produisent nos biens et nos services aient les mêmes. Donc, quand on achète un produit low cost sur le plan environnemental ou social, quelque part, on consent moralement à exporter la maltraitance. Donc, je ne veux pas ça pour mon cousin qui travaille dans une usine, je ne veux pas ça pour mon neveu qui est agriculteur, je ne veux pas ça pour ma sœur qui travaille dans un bureau. En revanche, je le veux bien pour ceux au bout du monde qui fabriquent mes biens et mes services. Et ça, je pense que moralement, personne, finalement, consciemment, peut dire « j'y consens, ce capitalisme me va, je n'ai pas de dilemme moral ». Là-dessus, cette introduction étant faite, oui, nous avons une proposition qui consiste à, de manière volontaire, proposer aux entreprises, et elles sont plus de 2000 dans le monde à avoir dit oui, un cahier des charges beaucoup plus exigeant que la norme. Beaucoup plus exigeant que le capitalisme, je dirais, au fil de l'eau, que ce qui se fait aujourd'hui dans l'économie globalisée. Ce cahier des charges consiste à fixer des cibles d'équité économique. Pour faire simple, un prix, par exemple, minimum. Je n'achète pas une tonne de bananes en dessous d'un certain prix, parce que ce serait un prix vil, un prix qui provoque, par exemple, l'esclavage moderne. Deuxièmement, une prime de développement qui permet aux planteurs d'investir. Donc, vous voyez avec ces deux exemples de cahier des charges que nous utilisons les outils du capitalisme actuel. C'est-à-dire, la sécurité, dont a besoin toute entreprise, légitimement. Elle a besoin d'un environnement des affaires qui lui permette de prospérer, de développer son business. Donc, la sécurité grâce à ce prix, minimum fixé, public, sur lequel on peut compter. Et deuxièmement, le capital. Puisque nous obligeons toute personne qui achète un produit équitable à verser une surprime de 10%. Et cette surprime va servir pour investir dans l'avenir de l'entreprise. Donc en fait, nous restaurons quelque part, de manière volontaire, de manière éthique et de manière responsabilité sociale des entreprises, un État qui devrait être un État normal dans lequel les entrepreneurs peuvent développer leurs affaires de manière à peu près saine. Et vous le faites depuis combien de temps ? Ce label existe depuis combien de temps, ce cahier des charges ? Une trentaine d'années. Il a essaimé extrêmement rapidement dans tous les pays d'Europe là où se vendent les produits. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 75 pays au sud, dans la zone la plus pauvre de la planète, qui produisent les denrées que les pays de l'OCDE vont consommer avec ce label. En 30 ans, vous avez eu l'occasion de comparer la performance, alors le mot performance mérite d'être défini, mais la performance des entreprises qui ont pris votre cahier des charges avec celle des entreprises qui n'ont pas pris votre cahier des charges. Absolument. Et honnêtement, alors, dans la concurrence, est-ce que votre label est un séparateur Je dirais oui, puisqu'on a un taux de fidélité extrêmement élevé. On travaille, je vous l'ai dit, avec 2000 entreprises, de la plus grande à la plus petite. Les grandes multinationales, Carrefour est un partenaire fort du commerce équitable Max Havelaar, par exemple, le groupe Casino, pour parler des retail ou d'autres fabricants, et puis des PME françaises. L'essentiel de la valeur que nous créons, elle est créée en France ou en Europe, là où les gens fabriquent les produits, mais avec ce cahier des charges qui protège ceux qui apportent les denrées de base. Donc oui, on a mesuré la performance. La fidélité au commerce équitable, aux filières, est forte, même si de temps en temps, il y a un entrepreneur qui quitte le système. Il n'est pas obligé d'y rester. Ce n'est pas la loi, malheureusement, c'est plutôt volontaire. Et donc, qui quitte le système parce que pour lui,
il préfère réintroduire des éléments low cost dans son produit, soit de la moins-disance sociale, soit de la moins-disance environnementale. Et il préfère le faire pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas puni du tout, ni par les consommateurs suffisamment, ni par les autorités publiques. Vous dites que ce n'est pas la loi, mais quand même, d'une certaine manière, vous vous substituez au législateur en ayant une activité telle que celle que vous la décrivez. Absolument, absolument. Nous considérons que, quelque part, les législateurs ne font pas leur travail. Ils ne font pas le job. Quand vous voyez les polémiques qui maintenant rythment la publication des nouveaux traités internationaux de commerce, encore hier, vous avez vu sur le Mercosur, finalement, après avoir signé les yeux fermés, je ne sais combien d'accords moins 10 ans, la France décide sur un accord, le Mercosur, de dire je ne signe pas pour des raisons environnementales parce que ça va provoquer de la déforestation. Mais avant, combien en avons-nous signé? Et donc nous permettons de nous substituer à ça et de dire aux consommateurs, puisque vos autorités publiques ne protège pas celui qui fabrique votre sac à dos, celui qui fabrique votre blouson, celui qui fabrique vos chaussures, celui qui fabrique votre petit déjeuner, eh bien nous, ONG indépendantes, on va le faire à sa place, on va créer les règles, on va mettre un tampon pour vérifier, et on va faire des audits dans le monde entier, on en fait à peu près 4000 par an, pour garantir tout cela. Merci Blaise. Sylvie Brunet, vous êtes là-bas. Comment est-ce que vous réagissez à la phrase de Blaise Desbordes? Les législateurs ne font pas leur travail, hein. Vous êtes députée européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parce que, alors, pardonnez-moi, mais personnellement, je n'ai absolument rien entendu du début de la table ronde. Bon, c'est le problème de la technique. Donc, si vous pouvez me redire la question, parce que j'ai un bruit épouvantable autour. On dirait qu'il y a des trompes d'eau chez vous. Je n'entends rien. Alors, est-ce que là, vous m'entendez quand je parle? Est-ce que vous m'entendez là? Je n'entends pas la question. Écoutez, je vais la répéter. Alors, je disais à Blaise Desbordes, en labellisant les entreprises, et en utilisant le concept de label, il se substitue un petit peu au législateur. Et à ça, il répondait, oui, il le faut, car les législateurs ne font pas leur travail. Et voilà, j'aurais aimé avoir votre réaction. Ah, le son passe pas. Si le fond ne passe pas, effectivement. Je suis désolée, je n'entends absolument rien. Je ne peux pas. Bah écoutez, on va essayer de régler à moins que quelqu'un puisse me répéter la question directement, parce que j'ai entendu le mot travail, ce qui est déjà un très bon début. On va revenir vers vous, Sylvie. Je vais me tourner maintenant vers Adeline Lescane-Gauthier, qui est directrice générale du groupe Nutri7. Vous luttez contre la malnutrition. Vous essayez de contribuer à l'autonomie nutritionnelle, c'est un peu votre mission. Vos actionnaires vous ont en fait confié une mission plus que confier un centre de profit. Alors racontez-nous comment ça se passe et comment vous, à votre échelle, vous comptez changer le capitalisme. Quel est un peu par rapport à ce que vient de dire Blaise, quelle est votre porte d'entrée? D'accord, bonjour. Quand on en avait parlé de l'entreprise familiale, mais par rapport à l'intervention de Blaise, j'aimerais du coup aller dans un autre chemin qui est la transformation locale. Parce qu'en effet, c'est super bien d'avoir des matières premières qui sont fabriquées, qui sont bien produites, mais c'est qu'une étape et l'Afrique ne se suffit pas de matières premières bien produites à exporter. L'Afrique a besoin de les transformer, a besoin d'un agroalimentaire fort. Et c'est aussi une des orientations qu'on a eues depuis 15 ans chez Nutri7, puisqu'on a mis en place des partenariats dans une dizaine de pays qui vont... une fondation aux États-Unis pour des raisons particulières qui sont liées à l'aide américaine qui achète que sur le territoire américain. Mais sinon, ça va de Haïti jusqu'en Inde avec la Guinée, le Niger, Burkina, Soudan. On vient de lancer une unité pendant le confinement à Kano, dans le nord du Nigeria, donc vraiment dans des zones qui sont les plus compliquées en termes économiques, puisque c'est les zones dans lesquelles il y a de la malnutrition qui est la plus importante.
Et c'est cette transformation. Alors, l'accompagner évidemment de mesures sociales correctes et sont très importantes, mais il y a déjà traditionnellement beaucoup de choses qui sont faites, donc c'est un peu compliqué. Excusez-moi, ça descend. C'est un peu compliqué aussi de vouloir transposer les façons de fonctionner, de certifier, de réfléchir au social sur des entreprises qui ont un environnement qui est différent et qui font certainement déjà, quand on parle de RSE en France, beaucoup plus de RSE dans ces entreprises-là qu'on peut en faire sans aucune certification ou sans savoir le revendiquer ou le dire de la même façon. Donc je pense que, est-ce qu'on doit transformer? Oui, évidemment. Mais on doit aussi transformer en faisant attention aux spécificités de chaque culture, de chaque environnement. Et alors, pour revenir à ce que vous abordiez tout à l'heure, effectivement, une des caractéristiques de Nutri-7, c'est que c'est une entreprise familiale qui n'est pas cotée, qui est donc à l'abri de la pression des marchés. Et à cet égard, qu'est-ce que ça change? Et la question sous-jacente, c'est est-ce que pour transformer le capitalisme, en fait, les entreprises familiales seront des pionnières, peuvent être des pionnières? Est-ce que vous êtes... Mais, alors, je ne peux pas parler au nom de toutes les entreprises familiales. Il y a évidemment beaucoup d'entreprises différentes. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est le long terme. On n'a pas une pression du résultat financier tous les ans. Moi, je suis directrice générale. J'ai mes actionnaires qui sont mes frères, sœurs, parents. Voilà, c'est la famille. Et on sait pourquoi on a créé Nutri-7. On l'a créé pour lutter contre la malnutrition. On a ce mandat. Et en fait, on me demande de rendre des comptes par rapport à ce mandat. Et après, l'économie est un outil qui nous permet de développer des usines, des emplois, de la formation, et puis à la fin de traiter ses enfants. Donc voilà, c'est un outil, mais vraiment l'objectif, c'est le mandat et c'est l'impact qu'on peut avoir positif. Alors ça a été pendant très longtemps uniquement ça. Maintenant, on se rend bien compte qu'on a des externalités négatives aussi qu'il faut traiter, qu'il faut savoir accompagner. On ne sait pas toujours comment les accompagner. Nous, on répond qu'à des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, un label ne va pas orienter un consommateur. C'est un appel d'offres où c'est vraiment que le mieux-disant en termes de prix. On n'arrive pas à faire rentrer dans les appels d'offres internationaux, que ce soit des Nations Unies ou des grosses ONG d'urgence. On n'arrive pas à faire rentrer de notions sociales, d'environnement dans les appels d'offres. Donc on répond qu'au moins cher face à des Indiens, etc. Donc c'est très compliqué quand même d'intégrer la partie environnementale autant qu'on souhaiterait le faire. Donc notre réponse, c'est de produire localement, au plus proche des besoins. Mais par contre, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir en faire plus, mais il faut le valoriser. Moi, je peux juste rajouter que dans les partenaires des filières équitables, c'est-à-dire les mieux-disants de la RSE, il y a énormément de PME familiales. Pour le long terme, vous l'avez dit, quand on sait qu'on sera encore manager dans 3 ans, on peut s'engager sur des changements structurels, un nouveau modèle économique, un nouveau business plan. Et deuxièmement, je dirais quelque chose de plus philosophique, de plus éthique. Dans ces PME, il y a un écosystème qui fait que l'engagement éthique pour l'autre, l'engagement pour celui qui est au bout de la chaîne, est plus fréquent que dans des entreprises extrêmement processées où on sent bien que chaque personne est substituable. Quand vous-même, vous êtes substituable à travers un article de statut ou un article de votre contrat de travail sur un claquement de doigts, vous n'avez pas tendance à traiter les autres comme des non-substituables, à traiter les autres comme dignes d'être un producteur respecté. Vous avez tendance à faire comme pour vous-même, c'est-à-dire à dire, écoute, tu es un facteur de production, hein, vous savez la fameuse équation, hein, facteur fois capital, etc. Eh bien non, les entreprises familiales, et nous on en a plusieurs, il y a les cafés Malongo qui appartiennent à la famille Rombouts, donc franco-belge, il y a la compagnie fruitière à Marseille, il y a les cafés Richard qui subissent une crise terrible aujourd'hui avec le Covid et qui pourtant ont un engagement équitable depuis des décennies. C'est autant d'exemples et je pourrais en citer d'autres. Non, c'est très intéressant, effectivement, les process que tout le monde recherche, parce que la productivité telle qu'on l'a définie aujourd'hui est à ce prix. Eh bien, les process, il faut s'en méfier, parce que, vous avez raison, ça crée des éléments substituables. Cyril Côme, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez appris quelque chose. Vous m'avez appris que l'Organisation internationale du travail, que vous représentez en France, eh bien, a été à l'origine d'une réforme du capitalisme. En 1919, après un événement qui n'était pas négligeable, puisque c'était la révolution bolchevique. Et alors donc, j'ai envie de vous entendre continuer dans ce sens. On a traversé récemment un certain nombre de crises, je ne sais pas si elles sont plus importantes ou moins importantes que la révolution bolchevique, mais finalement peu importe. Est-ce qu'aujourd'hui,
dans l'organisation à laquelle vous participez, avec votre approche dialogue social en quelque sorte, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que le capitalisme peut changer grâce à vous? Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Alors, pour revenir 20 secondes à la création de l'OIT, l'OIT a effectivement été créée par le traité de Versailles, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, à une époque où déjà il était question de savoir comment est-ce qu'on pouvait transformer le capitalisme de l'époque, qui était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, et qui, de toute évidence, avait démontré sa formidable capacité à créer des richesses et des revenus, qui avait démontré une moins bonne capacité, je dirais, à les distribuer et à les répartir équitablement. Et alors même que pointait la révolution russe, l'OIT a été créé comme un instrument de réforme de ce capitalisme. Alors à l'époque, la grande question, qui reste une grande question aujourd'hui, c'est celle de la justice sociale. Dans les statuts de l'OIT, l'organisation a pour mandat de promouvoir la justice sociale au niveau mondial, principalement par le biais des normes internationales du travail. Donc comment est-ce que l'OIT, dans ses outils, dans son mandat, s'y prend pour tenter de réformer ce capitalisme? Eh bien, il s'y prend de la façon suivante, à travers le droit, en faisant en sorte que les économies capitalistes puissent être compatibles dans leur fonctionnement avec une finalité qui dépasse tout modèle économique, qui est celui de la lutte contre les inégalités et de la justice sociale. Parce que je crois que, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que qu'est-ce que c'est que l'entreprise, finalement? On voit que les entreprises, c'est quand même, elles sont très très différentes les unes des autres, mais ce qui, je pense, est en partage entre la très grande multinationale et la petite entreprise familiale, c'est que ce sont des entités, et certains disent que ce sont des institutions, qui ne sont pas hors sol. Elles sont partie prenante d'une société, et en tant que telles, elles sont soumises à toutes sortes d'influences. On a parlé d'éthique et de morale, de comportement. Je crois que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Il y a des entrepreneurs éthiques et qui attachent à une conception morale à leur entreprise. Il y a aussi des idées, des idéologies. Une entreprise, elle n'est pas exempte de l'influence du débat d'idées qui existe dans une société donnée. Aujourd'hui, le mur de la transition écologique qui est devant nous est un puissant facteur de motivation pour tous les entrepreneurs et aussi, d'une certaine façon, pour les capitalistes. Et puis aussi, l'entreprise, elle est quand même soumise à des règles de droit. Alors, l'OIT, c'est une organisation qui crée du droit. Donc, bon, voilà, j'ai peut-être un tropisme et une déformation professionnelle, mais je crois que c'est quelque chose de très important, la règle de droit, parce que le capitalisme, c'est au moins autant du droit que de l'économie. Hein. C'est parce qu'on a créé des formes juridiques, la société à responsabilité limitée, la société par action, qu'on a rendu possible la création de profit, la répartition du profit et l'accumulation du capital. Donc la règle de droit est quelque chose qui encadre, un économiste, Xavier Arago, qui a utilisé le terme de civiliser le capitalisme, qui je trouve est un très bon terme. Alors, pour prendre un exemple un petit peu de ce que je dis, comment est-ce que, à la fin du XXe siècle, on est finalement parvenu à civiliser ce capitalisme dans la plupart des économies industrialisées pour répondre à cette soif de justice sociale? Eh bien, on a inventé quelque chose que certains grands juristes appellent l'État social, c'est-à-dire ce mélange de droit du travail. Il y a aujourd'hui 190 conventions de l'OIT qui balayent à peu près tous les aspects du Code du travail en France, par exemple. On a inventé les services publics, ça c'est quelque chose de très français, hein, l'esprit très français. Et puis on a inventé la protection sociale. C'est-à-dire qu'on a inventé à la fois des règles de droit et puis on a inventé un acteur très puissant de la société, l'État, qui sont là, qui existent pour encadrer ce fonctionnement de l'économie capitaliste. Alors maintenant, au niveau mondial, puisque l'OIT c'est une organisation qui a vocation à encadrer finalement l'économie mondiale et à faire en sorte que l'économie mondiale puisse se développer en tendant vers cette justice sociale. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'on attend beaucoup de l'entreprise. Alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise, alors là je parle plutôt de la grande entreprise, la multinationale, pourquoi est-ce que la grande entreprise est à ce point au centre de tous les débats? Et on voit bien
On est ici pour mieux faire connaître les objectifs de développement durable. Pour chaque objectif de développement durable, vous avez une très forte implication du secteur privé. Je crois que c'est une caractéristique de la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. La mondialisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis très longtemps. Quand on a créé l'OIT en 1919, l'économie était déjà très mondialisée, mais c'était une mondialisation qui mettait en jeu des États qui commerçaient entre eux des produits, des services, des biens fabriqués sur leur territoire. C'est l'image de Ricardo. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement très différent où les chaînes de production sont extrêmement fragmentées, où l'entreprise elle-même, à force de restructuration, de politique d'outsourcing, s'est mis à n'être qu'un élément d'une longue chaîne de production, avec souvent à la base, dans les pays en développement, des travailleurs informels qui contribuent par exemple dans le secteur de l'habillement à être les premiers maillons d'une longue chaîne qui va aboutir aux distributeurs dans les pays riches. Et auxquels les conventions de l'OIT ne s'appliquent pas. Et auxquelles les conventions de l'OIT... Alors, précisément, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on attend de l'entreprise, c'est véritablement, là je parle en mon nom personnel, mais c'est véritablement d'être un acteur institutionnel au niveau international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle aujourd'hui au niveau mondial de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors justement, sur ce point-là, moi j'aimerais vous poser la question à vous et à la limite à tout le monde. On attend beaucoup de l'entreprise, vous l'avez déjà dit 2 fois, et Dieu sait que c'est vrai, on attend beaucoup. Est-ce qu'on n'attend pas trop? Et est-ce qu'il y a une limite à mettre à ce que l'on demande à l'entreprise? Voilà, alors Cyril ou... Moi, je veux juste réagir là-dessus. Il y a une limite extrêmement puissante, c'est quand vous demandez quelque chose à une entreprise d'un secteur et vous ne le demandez pas à son concurrent. Là, il y a un problème majeur. Vous ne pouvez pas demander à un entrepreneur de s'auto-appliquer à lui-même volontairement des règles éthiques, sociales, environnementales, si son concurrent le plus direct, qui va l'expulser du marché, ne se les applique pas. Et donc, les entreprises peuvent agir, mais il faut que les pouvoirs publics amènent une cohérence et je dirais une universalité des règles, que ce soit des règles de soft law, comme nous on les pratique dans le commerce équitable, ou des règles de hard law. Sinon, on le voit bien, il y a une distorsion de concurrence et l'entreprise ne peut pas décemment s'améliorer, sinon elle disparaît. Non, je pense, si vous voulez, qu'on peut. Je suis d'accord, hein, mais je pense qu'on ne pourra jamais revenir à la mondialisation du 19e siècle avec des États qui ont le monopole du droit international public. Donc, il faut faire avec les réalités qui sont devant nous. On a besoin de tous les acteurs de la mondialisation et on a besoin de tous les types d'instruments. Moi, je n'oppose pas la hard law et la soft law. Je pense que les deux sont nécessaires et la soft law peut être complémentaire d'une hard law et ne doit pas s'y substituer, effectivement. Et les conventions de l'OIT, précisément, sont là pour assurer ce socle de la compétition internationale. Et aujourd'hui, ces normes internationales, précisément, les entreprises, elles s'en saisissent. Elles s'en saisissent à titre volontaire, individuel, dans leur stratégie, je dirais, unilatérale, on peut appeler ça de la RSE, mais plus intéressant, elles s'en saisissent aussi pour nouer des deals, des contrats, des accords avec des parties prenantes au niveau mondial. Vous avez aujourd'hui des grandes multinationales qui engagent des dialogues parfois difficiles, qui est là pour challenger justement ces grandes entreprises avec les ONG. Elles entreprennent aussi un dialogue et des négociations avec des acteurs syndicaux internationaux. Il y a un instrument qui s'est développé depuis une quinzaine d'années et qui est, de mon point de vue, très intéressant du point de vue de la façon dont les normes de l'OIT en particulier peuvent aujourd'hui s'appliquer. Ce sont les accords cadres internationaux. C'est-à-dire c'est des accords qui sont conclus entre des grandes entreprises, les entreprises françaises et allemandes sont en pointe là-dessus, et les syndicats internationaux, pour essayer de réguler, je dirais, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, un certain nombre de règles. Alors pourquoi elles font ça? Alors, je ne mésestime pas le caractère éthique et moral, on en a parlé tout à l'heure, mais elles le font aussi parce que dans cette mondialisation que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui n'existaient pas il y a 50 ans. Il y a le mouvement consumériste, il y a les ONG. Le consommateur, il a Blaise en parle très bien. Le consommateur aujourd'hui, il a un vrai pouvoir entre savoir s'il est prêt à acheter 20 centimes de plus son t-shirt
qui vient du Bangladesh. On a tous en mémoire le Rana Plaza. Donc, je pense que l'écosystème qui fera le succès des objectifs de développement durable, c'est ça, c'est cette capacité à articuler les normes internationales publiques, coercitives, qui doivent se retrouver dans les législations des États, et cette interaction entre ces normes et puis les stratégies des différents acteurs, que ce soit les partenaires sociaux au niveau mondial, qui ont un rôle majeur à jouer. Le dialogue social aujourd'hui, c'est plus seulement une réalité nationale, ça doit être une réalité globale, et ça l'est déjà en particulier à travers l'OIT, les ONG, et puis encore une fois, tout un chacun. Je pense que tout le monde est acteur des ODD à travers, en particulier dans les pays riches, son pouvoir d'achat. Merci Cyril. Je vais insister parce que cette question me tient toujours beaucoup à cœur. Donc Adeline, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Nutri7, vous en parliez tout à l'heure. Et je repose la question, est-ce que vous ne trouvez pas que la société, les pouvoirs publics en demandent trop aux entreprises? Mais je ne crois pas. Mais par contre, il faut c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'elles s'appliquent les mêmes demandes. C'est-à-dire qu'on parle de consommateurs, moi je suis tout à fait d'accord, le consommateur a un rôle énorme à jouer. En effet, deux sociétés peuvent avoir des règles différentes. Si le consommateur décide d'aller vers un produit qu'il trouve socialement plus respectueux, par contre, là, je prends ma casquette plus citoyenne et pas chef d'entreprise, mais comment on le sait? Je trouve que les produits qui viennent du Bangladesh, les habits, on a beaucoup de choses sur l'environnement, beaucoup de normes. On est à peu près capable, on peut acheter du lait, du lait en France où on sait que le producteur est bien rémunéré. À part ça, comment on sait que socialement un produit a été bien fait? Je trouve ça très très compliqué en France. Et je pense qu'il faut l'imposer aux entreprises, oui. Si nous on le fait pas, c'est pas possible. D'accord. Et c'est pas que les grandes entreprises, mais il n'y a pas que les petites qui peuvent le faire aussi. Parce que je veux dire, tout le monde doit être capable de changer tout au long de sa chaîne. Oui, parce que quand on parle de tout ça, on a, en tout cas en France, on a dans l'arrière du cerveau l'image de la grande entreprise un peu dominante. On ne songe pas suffisamment à la PME, à la TPE, qui ont le droit aussi de participer à l'effort de guerre contre le réchauffement climatique, contre la dégradation de l'environnement, contre le moins-disant social. Et ces entreprises de petite taille n'ont pas tellement l'impression qu'on s'adresse à elles, en fait, quand on parle de tout ça, alors que certaines d'entre elles font des efforts considérables. On parle toujours de la même entreprise. On parle toujours de Danone. Voilà. On ne parle que de Danone. Il n'y a qu'une entreprise en France, c'est Danone. Ben non, il n'y a pas que Danone, il y a beaucoup d'autres entreprises qui font plein de choses formidables. Oui, on parle des organes sociaux aussi de l'entreprise. On n'en a pas, nous, dans nos entreprises. On parle de la loi Pacte avec des audits à faire. On n'a pas de département d'audit dans nos entreprises. Donc il y a aussi, c'est compliqué d'avoir un peu les mêmes lois pour tout le monde parce qu'on n'a pas la capacité à mettre en œuvre les mêmes choses. En effet, les grands processus. Alors, on a des process quand même, on est un peu organisé, on est un peu productif, c'est pas le bazar complet, mais on n'a pas ces mêmes structures, donc on ne peut pas appliquer les mêmes choses. C'est vrai que le développement durable ne doit pas être un discours élitiste, en fait. Ça doit être un discours inclusif, et c'est notre travail, en fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. En principe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va redescendre un peu sur Terre. Hélène Etchanchou, vous êtes professeure à Montpellier Business School, je le rappelle, vous êtes cofondatrice de OS4 Futur, et vous vous occupez d'un point central de la transformation du capitalisme et de la transformation des entreprises, c'est que tout cela restera lettre morte si on ne change pas les comportements des gens. Et en particulier le comportement des dirigeants et évidemment le comportement des futurs dirigeants, les étudiants auxquels vous enseignez. Alors, j'aimerais vous entendre parler de ça un petit peu. Prenez votre temps, c'est quelque chose de fondamental, l'enseignement de tout ça. Est-ce que ça percole chez les étudiants ? Comment vous faites? Comment vous leur parlez? Merci pour cette introduction. Alors, donc, justement, j'aimerais bien faire le lien avec ce qui a été dit d'abord, parce qu'on parle des grandes entreprises, on parle de Danone, vous disiez, mais effectivement, moi, j'aimerais bien parler des managers, parce que c'est finalement, en fait, l'entreprise, c'est une coquille vide, c'est un cadre réglementaire, mais à l'intérieur de l'entreprise, c'est qui qu'on retrouve? Effectivement, c'est des managers, c'est des individus. Et donc, nous, bien sûr, dans l'enseignement supérieur, notre job pour pouvoir transformer le capitalisme, c'est de pouvoir former et transformer l'enseignement qu'on peut faire aux managers futurs. Donc, concrètement, en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a effectivement un moment charnière entre une ancienne et une nouvelle logique managériale.
Donc l'ancienne logique managériale qui reste très ancrée dans l'ère industrielle, dans en fait tout ce qui est l'après-guerre et on va dire une certaine séparation entre le monde public et le monde privé. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est uniquement de faire des profits. Donc c'est ça ce qui renvoie un peu à cette image parfois donc négative de l'entreprise qui n'est là que pour faire du profit et pour croître et voilà, pour satisfaire des intérêts privés, qui n'est pas inclusive, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, souvent, on voit que les managers, aujourd'hui, ils sont souvent confrontés à des contraintes qui sont liées à ce système donc néolibéral, la mondialisation qui est donc néolibérale, même la RSE qui reste ancrée dans cette idée, donc cette idéologie néolibérale qui est de l'ordre du volontarisme, en fait. Donc, Blaise, tout à l'heure, vous disiez, nous, on fait quelque chose qui devrait être la norme. Effectivement, donc là du coup ça renvoie tout à fait à ce cadre réglementaire au législateur qui n'est pas donné aujourd'hui, donc ça devrait être la norme pour tout le monde, mais aujourd'hui dans un monde où du coup il faut faire face à des inégalités sociales qui se creusent, à la crise climatique, la crise de biodiversité. Donc on voit qu'il y a effectivement des crises qui s'accélèrent, on a l'impression qu'il y a des crises qui s'accélèrent autour de nous. Donc à ce moment-là, nous en tant que formateurs, donc on dit aux managers futurs, aux étudiants, c'est vous les acteurs de cette transformation, bien sûr. J'ai une petite question. Quand on est, pour l'Écho est un journal qui s'adresse aux jeunes adultes et par conséquent on est en contact avec eux, donc on constate chez eux un certain nombre de tendances et une de ces tendances c'est la schizophrénie. C'est-à-dire une appétence considérable pour le discours sur le développement durable, un engagement réel pour changer le climat et par ailleurs des comportements de consommateurs très curieux. C'est un lieu commun, mais enfin la consommation démente de vidéos sur téléphone portable est complètement incompatible avec la protection du climat. Eh bien, est-ce que vous constatez que la nouvelle génération à laquelle vous enseignez a vraiment un autre logiciel moral, philosophique, rapport à l'argent, etc. Ou alors, est-ce que finalement, il y a quand même une certaine continuité et il va y avoir un gros travail à faire pour faire percoler le développement durable, y compris chez les jeunes? Bon, désolée, mais la réponse, bien sûr, c'est ça dépend quand même. Donc, je ne peux pas faire des généralités comme ça, je suis désolée. Donc, certes, il y a une tendance de fond, donc oui, très sincèrement, on voit de plus en plus des jeunes étudiants, même dans les écoles de commerce, donc, qui sont très sensibles à tout ce qui est développement durable, qui ont envie qui sont en quête de sens, en fait, qui ont envie de trouver un futur employeur qui est engagé dans le développement durable, qui va leur donner l'envie et le sens de s'engager pour quelque chose qui est utile, on va dire, à la société. Donc ça, c'est sûr qu'il y a cette appétence-là et cette envie des étudiants donc, de s'engager là-dedans. Après, je dirais aussi quand même, il ne faut pas rêver non plus et ça ne va pas encore assez loin. Donc c'est pour ça, justement, donc moi, entre autres, donc avec ce mouvement académique OS for Future, en fait, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, justement, dans les écoles de business, après, c'est nous, notre responsabilité de pouvoir enseigner différemment et de ceux qui sont déjà sensibilisés, tant mieux, donc on va en faire vraiment des champions de cette transformation. Et ceux qui ne sont pas encore sensibilisés, parce que bien sûr, il y en a aussi. Du coup, voilà, à nous, donc à travers la réforme de nos cursus d'enseignement pour essayer de les former au maximum, parce que c'est tout simplement une réalité. Parce qu'en fait, voilà, donc dans cette logique, avant, c'était une petite annexe, la RSE, le développement durable, on le fait pour faire joli. Vous parlez de la schizophrénie, bon, c'est la même chose au niveau des entreprises, quand on parle de greenwashing, de découplage entre le discours et l'action réellement sur le terrain. Donc effectivement, après nous, donc, l'enjeu, ça va être de faire converger des discours avec les actions et de réellement transformer les entreprises. Et ça passe par la transformation aussi des idées des managers de demain. Et ça, c'est un grand chantier pour le coup. On y reviendra. Je peux ajouter un mot. Oui. Oui, il faut savoir, mais il faut aussi pouvoir. Et là où je crois nous manquons d'une stratégie publique de développement durable, c'est que l'État ne raisonne pas pour équiper les Français, pour passer à l'acte. Il raisonne soit éducatif, donc heureusement, merci, ça progresse,
soit entièrement obligatoire, il faut trouver la loi miracle qui va réglementer tout ça. Non, au milieu, il y a un énorme espace où, comme vous le disiez, les comportements quotidiens peuvent se cultiver, se développer ou être maîtrisés. Et dans ce travail d'équiper les Français pour qu'ils fassent du développement durable, et d'ailleurs tous les consommateurs du monde, il y a les labels, par exemple, comme nous. Donc on fait un travail de qualification du produit et on met un petit signe, vous voyez ce petit signe, pour qu'on puisse le reconnaître. Mais il y a 1000 autres manières. Dans la maison, vous devez apprendre à gérer la température de votre maison. C'est une petite éducation quotidienne, etc., etc. Donc, pour réussir le développement durable, il y a un immense champ, mais ce n'est pas considéré comme une politique publique noble. Moi, j'ai travaillé de l'autre côté de la barrière, j'ai travaillé pour les pouvoirs publics pendant des années dans des ministères, etc. On voit bien, c'est pas ça qui est considéré comme la grande politique publique. Sauf que la grande politique publique, on ne la fait plus. On en parle, mais elle n'est plus possible dans la mondialisation. Donc, moi, je fais un plaidoyer très fort, et quand je vais voir les ministères, je leur dis, pour avoir une stratégie publique des labels, avoir une stratégie publique des comportements quotidiens, c'est pas moins beau et moins grand que les grandes politiques keynésiennes qui, à une époque, étaient pertinentes. Merci beaucoup. Oui. Si je peux, effectivement, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on parle de la transformation des entreprises. Donc, il y a eu déjà, donc, historiquement, un moment quand même de la grande transformation du capitalisme qui revient effectivement donc, au tournant du XXe siècle. Où, donc là, par exemple, aux États-Unis, où en fait, là, on a inventé le capitalisme moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et à l'époque, en fait, donc ça, voilà, il y avait la crise financière de 29. Donc juste avant, il y avait, donc, on va dire la RSE, à l'époque on ne l'appelait pas comme ça, mais il y avait vraiment ce sens moral, la responsabilité des grandes entreprises, des grands chefs d'entreprise de l'époque. Et on s'est rendu compte, donc, entre autres avec la crise financière, que ça ne suffit pas. Effectivement, il faut absolument un cadre légal qui pose vraiment, donc, voilà, qui est commun à tout le monde, qui s'applique à tout le monde. Donc à l'époque, du coup, il y avait donc, le New Deal aux États-Unis, mais effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est dans un monde, donc, une économie mondialisée, il faudrait, donc, d'un point de vue législatif, essayer de recréer donc, cette impulsion du New Deal aux États-Unis. Il faudrait essayer d'impulser ça donc, au niveau mondial. Mais ça, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va poser une question très importante à Sandy. Je crois que Sylvie Brunet est prête à intervenir en ligne. Confirmer, oui, c'est bon. Cette fois, je vous entends bien. Ah, parfait. Oui. Alors, Sylvie, tout à l'heure, Blaise Desbordes de Max Havelaar, dans sa première intervention, nous disait que les législateurs ne font pas suffisamment leur travail dans le domaine de la correction des défauts du capitalisme. Alors, la première chose, c'est que j'aimerais vous entendre répondre à cette assertion. Et la deuxième, je signale quand même que l'Europe, globalement, a quand même en matière de responsabilité dans le capitalisme, a quand même une réputation de pionnière, de leader, par rapport aux deux grands autres ensembles, en des temps très généralistes, la Chine d'un côté et les anglo-saxons de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je salue notamment Cyril Combes, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de travail d'un point de vue international. Alors, effectivement, sur ce sujet, en gros, de publication aussi de ce que fait l'entreprise, de ce que font les entreprises en matière environnementale, sociale, économique, l'Europe a été pionnière, notamment avec la directive de 2014, qui implique pour les sociétés, les grandes entreprises et celles qui sont cotées financièrement, de donner un certain nombre d'informations. Alors, même si l'Europe est assez pionnière, on a aujourd'hui, je pense, fondamentalement de grands enjeux autour de toutes ces déclarations, qui ne doivent pas être des déclarations de bonnes intentions. Et le législateur, même s'il est intervenu, tant au niveau national, alors c'est vrai que vous l'avez dit, en France, on est quand même beaucoup plus avancé avec la loi Grenelle II, la loi Pacte récemment, et puis d'autres projets qui sont en cours, sur lesquels d'ailleurs je travaille avec des collègues députés nationaux, avec de vraies déclarations de performance intégrées, qui intègrent les aspects financiers et extra-financiers. Même si on prend tout cela, ça reste de mon point de vue insuffisant. Alors d'abord, le premier constat que je fais,
c'est que le sujet, quand j'en parle beaucoup autour de mes collègues, moi je fais partie du groupe centriste, du groupe Renew Europe, donc qui est le 3e groupe au Parlement européen, avec beaucoup de libéraux. Quand je parle de ce sujet, il est très peu connu. J'ai très peu de mes collègues, donc à part dans la délégation française, Pascal Canfin, qui préside la commission environnement et qui évidemment sait très bien de quoi on parle. Je dirais que dans l'ensemble, que ce soit en commission emploi où je siège ou dans d'autres commissions, on en parle peu, c'est peu connu. Donc ça a été une de mes premières grandes surprises. En revanche, on en parle beaucoup plus avec les syndicats, notamment la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui est actuellement présidée par Laurent Berger, qui est assez, qui voudrait qu'on progresse sur le sujet. Donc ça, c'est quand même un premier constat. Je crois qu'il faut qu'on parle plus de cet engagement de l'Europe, parce qu'il existe, mais finalement assez peu connu. Il faut que vos collègues regardent la télévision. L'autre point que je voulais souligner, c'est le fait que on ne sait finalement pas tellement où trouver ces informations qui, bon, d'un côté sont assez peu connues, mais de l'autre, bon, finalement, on n'a pas vraiment je dirais un site au niveau de l'Europe où on va pouvoir retrouver toutes ces informations. Ça a l'air un peu trivial, mais c'est vrai. Et puis, je dirais 2 autres points pour finir, et ça, je me bagarre beaucoup sur ce sujet. En fait, comme d'ailleurs en France, au niveau national ou dans d'autres pays, on a à chaque fois des juxtapositions de textes. Je prends un exemple très important. Je suis en commission de droits des femmes. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, l'a redit la semaine dernière dans son discours sur l'Union, sur l'état de l'Union. Elle veut vraiment que l'Europe intervienne de façon législative sur la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. C'est 16% en moyenne dans toute l'Europe. Voilà, je fais une synthèse. Donc, typiquement, ce sujet, pourquoi on ne le reprend pas avec des indicateurs plus forts, des obligations plus fortes dans cette déclaration, je veux dire, intégrée. La directive 2014, elle est très soft, c'est du soft law. On dit, oui, il faut que l'entreprise dise ce qu'elle fait en matière de diversité et de la place des femmes dans les organes de gouvernance. Mais c'est assez vague. Donc, je pense que si au fur et à mesure qu'on a des axes forts sur lesquels il faut progresser, on les intègre mieux, je pense que ça fera progresser vraiment le sujet au niveau européen. Et enfin, ce que je voulais dire et qui me paraît très important et qui est un de mes points aussi j'allais dire de combat presque, c'est toujours penser aussi au niveau local. Il faut les 2 niveaux. Bien sûr que le niveau législatif, des normes, que ce soit des lois, que ce soit des directives européennes, qui vont imposer des choses aux entreprises grandes ou petites, il le faut, indéniablement, mais il faut aussi que remontent du terrain toutes les bonnes expériences, toutes les réussites. Alors j'en profite pour saluer avec grand plaisir Sandy Arthur. Je cite continuellement Spark News. J'avais découvert cette richesse que comporte Spark News lorsque j'étais au CESE, Conseil économique, social, environnemental, où on a beaucoup travaillé sur tout cela. Et je prône, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, où on veut que la place des citoyens soit plus forte, je prône au niveau de mon groupe, qui est très moteur, aussi ce que j'appelle une Europe des solutions, qui permettent de faire remonter l'intelligence du terrain. Voilà. Et donc, en travaillant avec des sites comme Spark News ou d'autres, les médias qui ont un rôle majeur, c'est ce qu'on faisait au CESE avec Reporters d'Espoir et la France des Solutions. Et je crois qu'il faut ces 2 niveaux. Et que le niveau législatif contraignant, une fois de plus, ne suffit pas. Voilà ce que je voulais dire en synthèse. Ce sont vraiment les sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Mais c'est vrai que la directive de 2014, elle est à nouveau d'actualité en y intégrant le dialogue social, ce qui est absolument fondamental pour la partie que moi je regarde plus, qui est autour du travail, des nouvelles formes de travail et comment on dialogue avec les représentants des salariés, mais aussi des nouvelles formes de travail.
et où il y a beaucoup à dire aussi, y compris sur le rôle des comités d'entreprise européens, qui est tout à fait insuffisant. Chaque fois qu'il y a des grandes restructurations, ils ne sont pas assez consultés. Donc on a là aussi des axes de progrès. Merci beaucoup Sylvie. Et justement, vous avez piqué notre curiosité en faisant allusion à Spark News. On va maintenant écouter Sandy Arzur. Elle va nous dire ce que fait Spark News, comment vous le faites. Et d'une certaine manière, vous avez une approche parallèle de celle de Hélène tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez dans les entreprises et puis vous essayez de trouver un langage, parce que c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de trouver un langage qui permette de faire en sorte que les gens qui travaillent dans les entreprises changent de comportement. Ce n'est pas une critique à leur égard, c'est seulement, voilà, s'il faut changer le capitalisme, il faut changer aussi ces comportements-là. Et vous êtes là-dessus complètement. Donc, comment est-ce que vous faites Vous faites des jeux, vous faites quoi? Alors d'abord, pour faire le lien avec ce qu'évoquait Sylvie Brunet, que je salue chaleureusement, tout cela traite de plusieurs dimensions. Vous les avez tous et toutes adressées, touchées du doigt. Et en fait, on parle de dimensions réglementaires, on parle effectivement de dimensions parfois techniques et opérationnelles, mais le fond du fond, ou managérial, mais le fond du fond, en fait, c'est que c'est un changement culturel. Et vous venez de dire un mot magique qui est le mot langage. Donc même le langage doit changer. Les valeurs, les croyances, les normes, les référentiels. Donc les normes ne sont pas les seules. Elles font partie de la culture, elles encadrent, elles traduisent, mais la culture, c'est bien plus large que ça. Alors quand on parle de valeurs et de croyances, ça va être une valeur, c'est la cohérence. Bon, ça, c'est une valeur qui est justement de plus en plus partagée par des grands patrons. Il y a une enquête de l'IFOP qui a interrogé 300 PDG là en février. Ils sont 80% à dire oui, ça y est, je me pose des questions notamment de cohérence et de pérennité. C'est dingue, c'est en train de bouger. Et les solutions viennent du terrain. Et effectivement, moi je vais être très pragmatique, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la réalité. Donc c'est la superposition de toutes ces dimensions qui va permettre de changer. Et c'est là où, quand on parle de culture, on adresse bien des croyances. C'est possible, ça c'est une croyance. Des langages, il y a encore quelques temps, le terme circulaire n'était pas du tout un mot. Et Hélène nous a aidé évidemment à comprendre l'économie circulaire, mais il y a encore quelques années, c'était quand même un terme qui était utilisé dans un tout autre domaine. Je vous passe voilà, les symboles, les connaissances. En fait, on est soumis à plein d'informations, mais on ne fait pas le lien entre les informations sur les enjeux climatiques et de biodiversité et nos actions au quotidien. Donc on peut être un citoyen à peu près éveillé, mais quand on retourne au bureau, finalement on fait son job. Tout simplement, sans plus se poser de questions. C'est là aussi où il y a une sorte de schizophrénie entre le citoyen et le collaborateur d'entreprise, que je sois en TPE, PME, ETI, grande entreprise. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'un changement culturel. Et pourquoi l'entreprise n'a pas le choix? D'abord, j'aimerais revaloriser un point important, c'est que l'entreprise est un collectif. Alors évidemment, c'est une personnalité morale, c'est cadré, mais c'est un collectif qui peut être issu d'une histoire familiale, qui peut être issu d'une aventure entrepreneuriale, ou qui peut être issu d'une grande vie patrimoniale et faire partie même du patrimoine d'un pays. Un grand groupe fait souvent partie du patrimoine économique et culturel français. Et donc, c'est un collectif qui a un pouvoir d'action phénoménal. C'est-à-dire que la motricité, la puissance d'action d'une entreprise, je crois qu'elle est incomparable par rapport à d'autres organisations. Donc c'est pour ça que les entreprises sont les premières à devoir bouger, parce que c'est elles qui conditionnent aussi notre rapport au monde, dans la consommation ou dans la façon de bosser. Donc, et elles sont une partie intrinsèque du capitalisme. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Maintenant, la seule question, c'est comment et en combien de temps. Parce que si on écoute évidemment, et si on fait référence aux ODD, on a 10 ans. Et ça fait déjà 5 ans qu'on fait de la pédagogie autour des ODD. Donc un des moyens de faire bouger cette culture, c'est effectivement, c'est plusieurs leviers. Le premier levier, donc nous, c'est ce en quoi on croit chez Spark News, c'est que c'est un changement culturel qui s'apparente au bouleversement culturel qu'on vient de connaître avec le digital, dont on sort à peine, dont on n'est même pas sorti. C'est-à-dire qu'en gros, ça a changé notre rapport au monde, au temps, à l'image, à la relation, etc. Donc ce sont des bouleversements énormes. Et autant le digital, on a suivi la technologie sans savoir où on allait atterrir, autant là, on peut peut-être choisir là où on va atterrir et choisir le chemin. Donc on est dans des bouleversements de cet ordre-là. Et pour pouvoir le faire, il nous faut à la fois de la connaissance et de la confiance. Et la confiance, on l'acquiert par la démarche de solution. C'est en voyant que c'est possible
c'est en rencontrant des gens qui l'ont fait, c'est en ouvrant l'entreprise sur notamment l'entrepreneuriat social qui est plus éveillé sur certains items, et voilà. Et après, il y a une dose d'innovation qui est tellement intrinsèque à l'entreprise dans cette capacité d'action que cette alchimie peut vraiment créer des déclics. Et on ne parle pas que de Danone. Il y a beaucoup d'autres cas. On a la chance. Voilà. Alors, un autre cas qui fait référence en France, c'est la Camif, qui a une histoire. Donc là, on a vraiment une boîte qui n'est pas sortie de terre, qui est une boîte d'après-guerre, qui était destinée aux profs, enfin, qui était reliée au système mutualiste, etc. etc. Bon, la Camif, à un moment, alors c'était le 3e acteur de la vente à distance, c'est cassé la margoulette. C'est dur, hein, la vie d'entreprise, indépendamment des enjeux déjà environnementaux et sociaux, c'est compliqué de gérer une boîte. Et là, la Camif était plantée. Henri Jacquia, qui l'a reprise dans la fin des années 2010, en a fait aujourd'hui une entreprise modèle et exemplaire et inspirante. Pourquoi ? Et profitable. 500 personnes, 34 millions de chiffres d'affaires, profitable, avec un alignement des valeurs, de la gouvernance, du modèle opérationnel, de l'organisation, des produits et des services. Alors, et en plus, avec une capacité d'innovation phénoménale, puisqu'il est même allé jusqu'à faire intervenir une artiste dans le cadre de sa transformation culturelle. Donc vous voyez, on pourrait penser que c'est complètement fou et barjot. Pas du tout. Et quand il a repris cette boîte, il avait un challenge énorme à relever, qui était évidemment de la repositionner sur un marché qui était en mutation totale, e-commerce, mondialisation, et j'en passe et des meilleurs. Et il a fait des choix et des renoncements. Donc en fait, ce qui nous amène aujourd'hui à des entreprises qui ne cherchent pas uniquement effectivement la meilleure opportunité de marché, mais qui vont faire des choix, quitte à arrêter certaines activités et à se recentrer sur certaines autres. L'autre point qui est clé, qu'on n'a pas évoqué, qui est très proche du sujet d'Hélène, c'est que les grands groupes ont des problèmes de recrutement et de fidélisation. Donc à un moment, la pérennité de l'entreprise, non seulement elle est remise en question, et on parle de résilience face aux crises, les crises que nous sommes en train de vivre, qui vont se répéter, ce sont les entreprises qui, a priori, et là les premières études sont en train de sortir et montrent que les entreprises, effectivement, qui cochent des cases véritablement d'engagement et de développement durable, ont une capacité à se remettre, ça prend du temps quand même, mais à se remettre plus vite et mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ouvertes sur un monde de parties prenantes, fournisseurs, distributeurs, et qu'elles peuvent s'appuyer sur tout cet écosystème pour se relever et pour avancer. C'est sûr que si on a étrillé pendant des années ces fournisseurs en les payant à coups de lance-pierre, le jour où vous avez besoin d'un effort collectif, il n'y a plus personne, et c'est bien normal. Donc c'est une question de pérennité, c'est une question aussi de capacité à recruter, à fidéliser des collaborateurs, et de toute façon les consommateurs, vous l'évoquiez tout à l'heure Cyril, sont en train de s'exprimer, et la transparence qui est requise notamment via les réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui les gens attendent que l'entreprise leur explique exactement ce qu'elle fait. Alors vous parlez tout à l'heure des fournisseurs. J'aimerais qu'on entre encore plus dans la machine qu'est l'entreprise pour voir comment faire bouger les comportements. Et il y a 2 jobs au sein de l'entreprise qui me semblent très très importants à cet égard, au moins 2. D'abord, c'est le directeur financier, le DAF. Le capitalisme ne changera pas si les DAF fonctionnent avec les mêmes outils indéfiniment. Et deuxièmement, le directeur des achats. Et là, votre allusion aux fournisseurs est évidemment très importante. Et donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous de ça, en fait. Quelle métamorphose faut-il faire chez les DAF, je dis volontairement DAF, pour inclure dedans les petites entreprises ? Je ne parle pas du directeur général finance comme chez Engie. Et chez les directeurs des achats, comment est-ce qu'il faut modifier ces 2 approches pour que l'entreprise change réellement ? Hélène, Blaise ? Oui, une remarque, et aussi pour répondre à ce que nous a exposé la députée et lui poser une question. Madame Brunet nous dit, d'un côté, la législation, c'est très lourd à changer, elle a bien sûr raison, c'est très compliqué de réguler le capitalisme, et de l'autre, il faudrait collecter les bonnes pratiques et les faire connaître. Ce en quoi je suis tout à fait d'accord. Mais il manque une chose dans cette démonstration. Il manque des repères. Le DAF, le directeur des achats ou le consommateur n'est pas forcément expert en tout le temps, partout. Il a besoin de repères pour pouvoir aiguiller sa décision vers une décision qui contribue au développement durable. C'est le sujet de notre débat, qui contribue à une économie durable, qui contribue à la résilience des filières qui sont en train parfois de s'écrouler. Or, là aussi, excusez-moi, Madame la députée, mais pourquoi les pouvoirs publics
ne donne-t-il pas plus de repères de développement durable aux citoyens que nous sommes, aux entités économiques que sont les entreprises, aux directeurs financiers? Il devrait y avoir une boîte à outils au niveau européen qui permette à un DAF de faire la double comptabilité environnementale et classique. Il devrait y avoir une boîte à outils au niveau européen, parce qu'on est en marché unique, qui permette au directeur des achats de trouver sa route si son directeur lui a dit « écoute, il faut être un peu plus responsable, les clients le demandent, etc. » Nous n'avons rien de tout cela. Et c'est d'autant plus amer, Madame Brunet, que j'ai un souvenir en 2001, il y a 20 ans de cela, la commissaire européenne aux affaires sociales, qui s'appelait Madame Diamantopoulos, avait dit « nous allons créer une notation sociale des entreprises ». C'est-à-dire que l'Europe était en pointe il y a 20 ans, elle a été sur le point de créer une agence qui permette de noter et de nous aider tous à nous repérer pour savoir si Danone est véritablement responsable, pour savoir si telle ou telle PME a un bon comportement. Eh bien, ce projet n'a jamais abouti et je m'interroge encore pourquoi. Madame Brunet? Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, je ne vais pas vous dire que... Mais le constat quand même, bon, ça fait 1 an que je suis députée européenne, le constat que je suis obligée de faire de façon assez simple et franche, c'est que nous sommes 27 pays, vous savez très bien que les débats sont compliqués. On a donc déjà j'ai beaucoup de difficultés rien que sur le sujet social, rien que pour faire valider le socle européen des droits sociaux, le rendre effectif. Il faut se battre tous les jours parce que on a quand même toujours cette tendance forte qui est de dire voilà, c'est un marché unique, libre, libéral, et chacun fait un petit peu ce qu'il veut, quoi, d'une certaine manière. Donc on veut bien de la régulation, mais pas trop quand même. Et donc c'est très difficile, effectivement, d'avancer sur ces sujets et d'imposer un certain nombre de normes qui seraient des repères. Et là, je suis d'accord avec vous. Il faut que l'Europe montre le chemin. On ne parle pas de normes, on parle d'une indication volontaire, c'est-à-dire que l'Agence européenne de responsabilité sociale des entreprises donnerait une notation. Ces agences existent, et même une syndicaliste qui a créé la première en France, Nicole Notat, une magnifique agence qui s'appelle Vigeo, qui vient d'être achetée par les Américains, faute de conscience de nos décideurs qu'un tel outil était très utile. Donc il ne s'agit pas d'imposer, je suis sûr qu'avec Pascal Canfin, qui connaît bien ces sujets, Renew pourrait proposer au niveau européen la création d'une agence non obligatoire, mais qui donnerait à connaître à tous les citoyens de l'Union, ça serait un beau projet collectif, le niveau d'atteinte des ODD pour telle ou telle entreprise. C'est vrai que l'Europe ne peut pas se prétendre longtemps pionnière. C'est une excellente idée. À votre disposition. Oui, on va en parler avec Pascal, c'est une excellente idée. Oui, l'Europe ne peut pas se prétendre pionnière si effectivement toutes les agences de notation, qui sont finalement les outils de mesure les plus crédibles, les plus fiables, les plus puissants, sont tous rachetés par les Américains. Ça, c'est une situation très gênante. Et elles sont à but lucratif. Et elles sont pour qualifier la performance en termes de développement durable d'une entreprise, il vaut mieux quand même que vous soyez une entité sans but lucratif. Oui. Comme nous le sommes en tant qu'ONG, je pense qu'une agence comme ça devrait être parapublique, avec des compétences du privé, du public, etc. Et l'Europe sait créer ce genre d'instrument. Et après, pour accélérer ces transformations, il faut faire appel aussi au terrain, au pragmatisme et aux initiatives. Si on prend le cas de la nutrition, qui n'est pas très loin, voilà, avec des débats très longs sur l'affichage nutritionnel, un jour, vous avez Yuka qui arrive, et alors, là, vous avez une initiative d'entrepreneuriat qui change la donne et qui font que les retailers et les fabricants se remettent en question. Vous allez avoir la même... Voilà. Et donc, c'est ce mariage, c'est encore une fois multidimensionnel. Donc moi, je pense qu'il faut avoir confiance aussi dans le pouvoir d'action. Il faut donner, à la fois, il faut adresser tous ces sujets-là et toutes ces dimensions. Et il faut aussi, à un moment, transmettre le flambeau et écouter les solutions et leur donner un écho. Et quand on voit des premiers corps qui sont aujourd'hui développés. Je pense à une application comme Zei qui développe justement des indicateurs sur tous les aspects de développement durable pour qu'une entreprise puisse mesurer son avancement et le faire connaître au grand public. C'est-à-dire demain, si vous voulez, vous, en tant que consommateur, acheter des produits d'une entreprise
qui progresse, on n'est pas parfait, on est dans des processus, mais qui montre qu'elle cherche à progresser et qu'elle cherche à le faire avec transparence, sachez que ces outils existent. Donc maintenant, voilà, il suffit d'une certaine manière aussi qu'on prenne nos responsabilités en tant que citoyens, consommateurs, et chacun dans notre sphère d'action, encore une fois, on soit à l'écoute et qu'on se mette en ordre de marche et qu'on sorte de notre propre schizophrénie, parce que je pense que ça commence par chacun d'entre nous ici, évidemment. Excusez-moi, il nous reste à peu près 20 minutes. Il y a des questions du public. Est-ce que la régie peut les faire passer sur le plateau, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper? Et maintenant, Adeline, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste quelque chose sur les outils, parce que en fait, en tant qu'entreprise, on en a 50. Des outils, des rapports à faire pour un tel. On finit par faire de la RSE. En fait, c'est des gens qui font que du reporting. Et en fait, les outils, si on demande à un acheteur, voilà tes objectifs, tu dois cocher tel truc, en fait, il ne réfléchit pas à sa démarche. Et je trouve que la vraie chose, c'est le changement culturel dans l'entreprise, et que ce n'est pas l'outil obligatoirement, mais c'est le chemin qu'on va prendre pour emmener... des outils par la puissance publique. Vous savez, oui, quand je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut en donner... un autre. Nous, on a ça tout le temps. Des gens qui ne veulent pas à l'ambition du commerce équitable réel et qui créent des faux labels, des faux cahiers des charges. Je pense encore une fois que les pouvoirs publics ont un rôle de tiers de confiance pour financer ces outils et les harmoniser pour que vous ayez la vie simple. Et il faut aussi que ce soit à 20h. Pourquoi à 20h, on n'a que des pousses au crime en termes de consommation? Que ce soit pour la santé, que ce soit pour le climat, etc. Les pouvoirs publics doivent aussi se réapproprier l'espace public que constituent les médias, etc., pour passer les messages de développement durable. Ça sera peut-être traité dans une autre table ronde, mais tout ceci va ensemble. On ne change pas les comportements et la consommation si l'espace mental, d'aucuns l'avaient appelé la tranche de cerveau disponible, n'est occupé que par des messages contradictoires avec le développement durable. Tout à l'heure, on évoquait un point important dans le capitalisme, qui est la notion de concurrence. Et la notion de concurrence va aussi s'exercer. C'est-à-dire que les entreprises qui vont faire certains choix et certains renoncements et qui vont le montrer et l'expliquer, vont très certainement prendre une longueur d'avance sur d'autres. Et il va y avoir sport et match. Alors, c'est là où c'est quelque chose des pouvoirs publics, parce qu'il y a des entreprises qui savent beaucoup mieux l'expliquer que d'autres, et qui passent beaucoup plus de temps à l'expliquer, et d'autres à le faire. Donc c'est la problématique. D'où les contre-pouvoirs nécessaires aussi pour pouvoir donner cette transparence et ne pas être dans l'ère de la manipulation. Oui, je pense qu'il faut faire attention parce que la concurrence, ça peut aussi jouer dans le sens, dans le sens inverse. Moi, il y a peut-être un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de la table ronde, c'est comment faire en sorte que l'entreprise, je suis tout à fait d'accord avec votre conception de l'entreprise, l'importance de la culture, des valeurs, et le rôle des parties prenantes et de la délibération entre les parties prenantes. Mais la question, je crois, c'est pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable, pour franchir ce mur écologique qui est devant nous, il faut faire prévaloir une vision de long terme, et y compris une vision de long terme de l'intérêt de l'entreprise. Et donc, la question immanquablement qu'il faut se poser, au-delà de tous les outillages qu'on peut avoir à disposition ou qu'on peut imaginer en plus, c'est est-ce que le gouvernement d'entreprise tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans l'économie mondialisée rend possible de faire prévaloir cette vision de long terme. Alors, c'est une des grandes critiques aujourd'hui qu'on adresse quand même à l'économie financiarisée, au modèle financiarisé de l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, c'est que la prévalence de l'intérêt actionnarial à court terme, souvent, nous prive de la possibilité et prive, quand je dis nous, c'est très présent tout, prive l'entreprise et ses managers de faire prévaloir cette vision de long terme. Donc, ça rejoint la question que vous posiez d'ailleurs, sans la poser tout à fait au début, c'est qu'est-ce que c'est que la performance et comment on la mesure? Donc déjà, il y a des comment on rééquilibre le gouvernement de l'entreprise. Il y a des capitalistes. Et après, on a des questions du public, parce que là, on doit respecter nos engagements. Juste parce qu'effectivement, on voit bien qu'il s'agit d'un changement systémique. On ne peut pas renvoyer juste aux législateurs ou aux membres privés. Donc, bien sûr, les solutions, elles existent uniquement s'il y a une multitude d'acteurs avant donc, se coordonner et agir pour des solutions, donc pour le développement durable.
Mais en fait, moi, ce que je... Bon, maintenant, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. Ah bah oui, voilà. Donc, justement, pour revenir à la notion, en fait, de la responsabilité individuelle. Parce qu'en fait, en attendant que les législateurs se bougent, que les compétiteurs se bougent, que les futurs managers se bougent, que les futurs gens qu'on va recruter, ouais, en fait, donc, juste ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, si chacun entre nous, peu importe où on est, peu importe le contexte dans lequel on est, à titre individuel, on commence à essayer d'être vraiment, d'incarner cette transformation, de ce changement, déjà, on peut commencer petit à petit et après, on va pouvoir structurer des démarches. Donc, pour revenir à votre question par rapport justement au rôle du DAF ou au rôle du responsable d'achat, ben, voilà, donc déjà, eux, à leur échelle, qu'ils essayent d'intégrer aujourd'hui, avec les contraintes qu'ils ont, chacun a des contraintes différentes, avec les contraintes qu'ils ont, qu'ils essayent de faire au mieux. Et après, évidemment, il y a des cadres qui vont suivre, etc. Mais si chacun déjà se met dans cette démarche, donc un peu volontariste aussi, on pourra accélérer certainement cette transition vers le développement durable. Merci beaucoup. Le lien avec vous, Cyril, parce que je ne peux pas laisser ce point-là en suspens. Il y a des capitalismes, et le capitalisme et sa dérive néolibérale qui date de l'ère réganienne, ultra-financiarisée, c'est une version. Un des hommes qui incarne le mieux cette dérive, c'est quand même le patron de BlackRock, Larry Fink, qui depuis 2 ans écrit, alors on peut trouver ça complètement ironique et même... Voilà, je le laisse à réflexion, et qui écrit noir sur blanc que les entreprises, donc il a investi, enfin BlackRock est présent dans 50% des entreprises américaines, hein, donc on connaît tous la place clé qu'a ce fonds dans le monde. Il écrit que les entreprises qui ne sont pas capables de penser à leur pérennité et à leur impact en matière sociale et environnementale n'auront pas d'avenir et ne feront pas l'objet des priorités d'investissement. Alors, je soumets ça évidemment à notre sens critique, vu le personnage et vu son poids, mais pour que même... Ils ont 50 ans, quoi, ou 40 ans. Alors, évidemment, il y a un horizon, mais il sonne quand même officiellement, dans le monde financier un ordre. Oui. C'est un ordre, hein. C'est même quasiment une sorte de sommation. Il va faire ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est déjà, le fait de l'écrire est déjà une petite révolution. Maintenant, nous allons passer aux questions du public, qui sont assez nombreuses, et il nous reste 10-15 minutes, voilà, on va peut-être nous couper la parole plus tôt que ça. Une question de Anthony Ratier, apparemment à tout le monde. Que pensez-vous du tournant de la Commission sur le devoir de vigilance au niveau européen ? Est-ce un pas vers l'agenda 2030 ? Est-ce un pas en avant pour un capitalisme à l'européenne ? Qu'est-ce qui veut intervenir sur ce sujet du devoir de vigilance et de ce qui vient de se passer à la Commission ? Le ping-pong. Sylvie. Bon, peut-être faut dire en un mot ce que c'est que le devoir de vigilance. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, ceux qui nous occupent le savent. C'est justement le principe de poser la responsabilité du donneur d'ordre, pour faire court, ou de la société mère par rapport au comportement de ses filiales ou de ses fournisseurs qui sont situés dans d'autres pays. C'est un sujet majeur dans la recherche d'un meilleur encadrement de ces chaînes mondiales d'approvisionnement dont on a parlé tout à l'heure. Et la France, je ne dirais pas c'est singularisé, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans d'autres pays, mais a été en pointe dans l'adoption d'une loi qui pose une nouvelle obligation qui pèse donc aujourd'hui sur les sociétés dont l'état-major est basé en France, ce qui est évidemment une petite chose dans l'économie mondialisée, mais c'est peut-être un début d'un processus plus large. Il y a une négociation internationale qui a beaucoup de mal à émerger, qui se passe au Conseil des droits de l'homme dans le système multilatéral, et il y a des initiatives fortes qui sont prises par un certain nombre de pays européens, mais Sylvie saura ça beaucoup mieux que moi. La présidence allemande de l'Union européenne en a fait un cheval de bataille prioritaire. Évidemment, l'Organisation internationale du travail, par rapport au mandat que j'ai rappelé tout à l'heure, elle suit ça d'extrêmement près, parce que je crois que c'est... Alors, il n'y a pas de baguette magique. Aujourd'hui, on a suffisamment décrit la complexité de l'économie mondiale et du système multilatéral qui mobilise beaucoup d'acteurs de types différents pour penser qu'une solution magique va régler tous les problèmes de la transition écologique et de la justice sociale au niveau mondial. Mais c'est incontestablement quelque chose qui va dans la bonne direction. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Sylvie Brunet, vous voulez intervenir sur cette question du devoir de vigilance ?
Je suis ravie qu'on commence par une question en lien avec l'Europe, mais oui, c'est une avancée, mais qui s'inscrit quand même dans l'axe fort de cette mandature, avec cette nouvelle présidence d'Ursula von der Leyen, mais bon, qui est vraiment le Green Deal, le pacte vert, avec toutes ses dimensions. Donc, évidemment que ça doit se prouver aussi par des actes. Maintenant, on fait de la politique aussi en Europe, et vous savez aussi que le groupe politique plutôt d'extrême droite, qui est même plutôt contre l'Europe, a énormément progressé, prend de plus en plus de poids. Donc voilà, ces courants-là aussi existent, il ne faut pas se leurrer, ils sont très forts. Et ils incitent plutôt à disloquer cette Europe et à ce qu'elle ait moins de place, en pensant qu'en restant au niveau national, on va être assez fort pour se battre contre d'autres standards internationaux qui ne nous conviennent pas. Mais voilà, il y a quand même aussi un enjeu politique qui est fort. Il faut qu'on réussisse, il faut qu'on l'emporte sur ces courants-là, et pour que ce Green Deal soit une vraie réussite. Merci beaucoup. Une autre question qui est à la fois apparemment simple, mais pas si simple. Xavier Dutour nous demande pourquoi les entreprises n'appliquent-elles pas les 17 ODD au sein de leur structure? Pourquoi ne le font-elles pas? Les ODD, c'est des objectifs. Les objectifs de développement durable. C'est pas des normes. Donc c'est pas des normes, non. Chaque entreprise peut participer dans son mandat et dans son activité à certains des ODD. Et tous ensemble, on peut atteindre des ODD. Donc, beaucoup sont des pouvoirs publics, sur l'éducation, sur l'égalité. Beaucoup sont aussi sur les pouvoirs publics. Ce sont des objectifs communs pas effectivement des normes. à toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et bon nombre d'entreprises, on ne le sait pas toujours parce que ça fait l'objet, on va dire, de communications qui sont plutôt des communications dites corporate, destinées à l'environnement B2B, business et financier, mais bon nombre d'entreprises aujourd'hui formalisent, expliquent en quoi elles contribuent sur tout ou partie des 17 ODD et en font même une feuille de route. Très clairement, un groupe comme Accor, pour ne citer que lui, va identifier très clairement les ODD sur lesquels il contribue. À l'échelle internationale, vous le faites également. On a clairement des ODD qui sont la fin zéro, qui sont au cœur de nos mandats. Il y a des ODD qui sont un peu plus larges sur l'égalité de genre, etc., donc sur lesquels on peut participer dans nos façons de fonctionner. Et on peut tous prendre certains des ODD, mais ceux sur les océans, par exemple, on a très très peu d'impact. Voilà, il faut choisir aussi ceux sur lesquels on peut faire quelque chose. La réponse à cette question, c'est qu'en fait, pour la plupart des entreprises, c'est tout simplement impossible. Si, c'est pas impossible, c'est juste que ce sont des objectifs macro dans lesquels chacun a une contribution et que sa contribution, il faut identifier là où on peut agir et là où on peut avoir un impact. Et on ne peut pas forcément avoir un impact sur l'objectif final quand on parle, par exemple, de diversité. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'entreprise sur mon périmètre, c'est-à-dire mon périmètre propre et les parties prenantes, encore une fois, j'ouvre. Mon périmètre de responsabilité n'est pas que mon business et mes collaborateurs. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Je crée de la valeur et je dois la redistribuer, la partager. Donc c'est quand même un champ. Et où est-ce que j'interviens pour finalement apporter une contribution? Et on parle bien d'entreprise contributive, c'est là où on a un impact. Et non plus de RSE. Finalement, RSE, c'est un peu comment je fais moins pire. On appelle ça le less bad. Donc comment j'évite ce qu'on appelle les externalités négatives. Alors que là, les 17 ODD, c'est vraiment comment je contribue. Qu'est-ce que j'apporte? Et donc, c'est une somme de tout petits ruisseaux où chacun... Une réponse aussi par rapport à la question de Xavier, c'est que les entreprises, bien souvent, ne peuvent pas les appliquer directement. C'est ce que vous disiez. Elles n'ont pas les intermédiaires. Un ODD, par exemple, faire des villes durables ou alors réduire la faim dans le monde, n'est pas d'action directe pour une PME française. Donc, il lui faut des mécanismes, soit publics, soit privés, soit d'ONG, pour déployer ces ODD. Je vais vous donner un exemple avec l'ONG que je dirige, qui est Max Havelaar pour le commerce équitable. L'Oréal, grande entreprise française, est venue nous voir et est très soucieuse de ces ODD. On a regardé avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que le directeur des achats peut faire, qu'est-ce que le directeur financier peut faire, qu'est-ce que les maisons, etc. On a trouvé 2 pistes. La première, c'est que déjà le café, le thé, le cacao et le sucre des salariés de L'Oréal soient achetés à un prix juste.
Ça réduit la faim à l'autre bout du monde, directement. C'est 30 000 personnes du jour au lendemain qui ont basculé, et ça a un impact direct sur l'ODD 1 et l'ODD 2. Deuxième exemple, le coton. L'Oréal fait fabriquer un certain nombre d'articles en coton, etc., etc. Ils ont décidé de choisir un coton qui est sans OGM, un coton qui est souvent bio ou qui est équitable, payé un juste prix. Et bien là aussi, vous avez un effet direct en passant par des ONG, en passant par des mécanismes. Demain, en passant par l'Agence de notation européenne, les entreprises pourront déployer quelque chose sur le terrain. Mais en direct, c'est très difficile. Mais alors, il y a aussi il y a un peu de l'hypocrisie, honnêtement, dans nos entreprises. Et comment on fait? Parce qu'on fait ça, mais à côté, c'est pour vendre aussi, tant que c'est pour toujours vendre plus de matières premières qui vont en destruction, qui vont en transport, quoi. On marche sur la tête. Donc il y a l'ODD 12 qui permet de faire du recyclage, qui permet de faire des productions et consommations durables. Et demain, ça va être un ODD, une action phare de RSE, que d'utiliser de la matière première recyclée. Mettre la valeur là où elle Mais doit être utile. Ça ne fait pas partie des ODD, on est d'accord. La décroissance des pollutions, si. La décroissance du mercure dans le poisson, si. Oui. La décroissance de la misère au bout du monde, si. Mais pas la décroissance de la production. Pas en tant que tel. Non, mais ça, Mais c'est comment vous la mesurez, la production? Le non-dit des rencontres du développement durable, j'espère qu'il y a une table ronde là-dessus, c'est le calcul du PIB. Et les enjeux de volume, parce que de toute façon, il y a une problématique de volumétrie Mais oui, évidente dans notre capitalisme. Si on continue à consommer toujours Et plus de la même façon. Quoi. À long terme, le C'est pas vrai possible. scénario de la décroissance, Et si on c'est le met celui pas du sur la statu table? quo, c'est-à-dire c'est celui du modèle économique inchangé, carboné. Ça, c'est le scénario de la décroissance. Et par contre, si on investit dans les nouvelles technologies, si on investit dans l'éco-efficience, si on investit dans les nouvelles pratiques agro-environnementales, à ce moment-là, on peut retrouver des gisements de productivité qui permettront quand même de régler la misère dans le monde, parce que c'est quand même un objectif relativement important des ODD, et on pourra retrouver des chemins de croissance vertueux, effectivement, modulo la façon dont on calcule. Et vous avez des ODD qualitatifs culturels. L'égalité de genre ODD 5, elle est extrêmement importante. Elle peut changer la vie des gens sans qu'il y ait forcément d'impact sur le PIB. Pardon? C'est pas que qualitatif pour les femmes. Non, mais c'est un changement quantitatif. Mais c'est sur les modes, de relation entre les hommes et les femmes et dans l'entreprise qu'on peut améliorer la manière de vivre et la qualité de la vie. D'accord. Revenons au sujet, car il nous reste 1 minute 30, si on veut respecter les horaires qui nous ont été fixés. Nous avons une question de Jean-Luc Perron qui est très pointue, très précise. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger les entreprises d'une certaine taille à se doter au sein de leur conseil d'administration d'un administrateur défenseur de l'environnement et du climat, dont l'avis serait obligatoire pour toute décision d'investissement et d'organisation de l'entreprise? Alors, déjà, ça existe. C'est un mouvement, la création du comité RSE, au même titre que les comités d'audit ou les comités de nomination et de rémunération, donc qui font partie des organes de gouvernance et des conseils d'administration, existe. Et je crois de mémoire que c'est 54% des sociétés du SBF 120 qui en sont dotées. Donc ce mouvement est en cours. Alors après, est-ce que les gens qui président et qui siègent dans ces comités d'IRSE ont la culture et ont justement l'ensemble des connaissances et des valeurs qui vont permettre à une gouvernance, donc encore une fois, on n'est pas là pour remplacer un exécutif, on est là justement pour veiller sur le rôle d'un conseil d'administration, on pourrait se dire que c'est un organe de contrôle, mais c'est vraiment surveiller, c'est veiller sur la trajectoire et la cohérence des décisions d'un exécutif de boîte. Je pense que le mouvement justement là est en plein. Et la professionnalisation des administrateurs sur plein d'aspects, et pas seulement sur les problématiques de RSE, mais aussi sur les problématiques de prise de décision, et pas que financière, mais économie et sur des enjeux sociaux, est un vrai mouvement. Et je mettrais la féminisation de ces organes comme un accélérateur de cette professionnalisation. Certainement, mais si je peux me permettre, la question, elle est plus loin que ce que vous venez de dire, Sandy. La question, c'était mettre dans le conseil d'administration un administrateur, entre guillemets, vert, pour résumer rapidement, qui aurait un droit de veto sur les investissements. C'est beaucoup plus fort qu'un comité RSE qui reste quand même quelque chose d'assez soft. Moi, je crois beaucoup dans cet organe qui est un organe de discussion et de collégialité. Donc là, on est en train de dire d'un seul coup qu'il faudrait créer un veto qui est une sorte de forme politique et de décision. En effet. Alors, je serais plutôt sur la collégialité et l'intelligence collective qui évolue plutôt qu'un organe de ce type-là. Alors par rapport, donc effectivement, il y a des modèles aussi, on va dire, de gouvernance, donc un peu plus démocratique, on va dire, au niveau des entreprises. Donc je dirais qu'un droit de veto à une personne qui est un peu le watchdog côté
environnementale, je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable forcément par rapport à une gouvernance plus, on va dire, plus inclusive, plus juste, plus environnementalement responsable. Donc ce serait peut-être donner effectivement un peu trop de pouvoir aussi à cette une seule personne qui aurait un droit de veto. Par contre, s'appuyer sur cette intelligence collective aussi au niveau de la gouvernance des entreprises, avoir vraiment un garant un peu de cette transparence, de cette légitimité, de ce rôle politique que joue l'entreprise aujourd'hui comme un pilier institutionnel fondamental de nos sociétés, effectivement, c'est un modèle sur lequel on peut, voilà, donc le monde académique en tout cas on réfléchit dessus. Concrètement, par exemple, il y a le modèle en Allemagne avec la codétermination où concrètement, donc il y a les salariés, du coup les salariés qui sont associés à ce niveau-là. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer à éteindre voilà, pour inclure effectivement plus de parties prenantes dans la gouvernance Très des bien, entreprises. je crois que compte tenu des instructions, ce sera le mot de la fin. Merci Hélène, merci à tous. Merci à toutes et tous qui nous avez regardés, qui avaient posé des questions, qui avaient participé. Et la journée continue. Merci à tous nos intervenants. Vous avez compris que notre intention était de rassembler tous les acteurs qui font cette transition qui est à la fois complexe et qui doit être complète. Nous avons voulu fédérer largement pour changer réellement, pour concrétiser cette transition écologique et solidaire. Les acteurs de la recherche, notre partenaire co-organisateur du jour Montpellier Business School évidemment, les acteurs de la société civile comme la filière du commerce équitable international portée par Max Havelaar, et Spark News qui inspire un changement positif au sein des entreprises. Les entreprises, évidemment, avec Nutri7, on en a parlé. Les parlementaires qui ont un rôle majeur à jouer pour piloter, guider, amplifier cette transition par la loi. Évidemment, les organisations internationales qui ont un rôle majeur à jouer. Et là, je veux en particulier saluer le soutien de l'Organisation internationale du travail, une des plus vieilles organisations internationales, qui fait fructifier ce travail aussi sur le dialogue social. Je voulais terminer par là pour vous signaler que vous-même, qui nous écoutez, vous êtes porteur de ce changement, avec peut-être l'inspiration que nos orateurs ont pu vous proposer, pour entreprendre, pour vous engager dans la vie associative, dans la vie syndicale, dans la vie politique peut-être. Et on continue ces échanges à 11h50 pour cette masterclass pour imaginer un autre modèle de développement.